invités avec nous chaque soir autour de la table pour commenter justement les mouvements de la planète marché. Samy Char est avec nous ce soir, chef économiste de Lombardier. Bonsoir Samy. Bonsoir Grégoire, salut monsieur. Olivier Malteste nous accompagne également, directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver ce soir. Et Raphaël Thuin était à nos côtés également. Bonsoir Raphaël. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Raphaël, quelques commentaires à chaud. On est un peu plus d'une semaine après les résultats de l'élection présidentielle américaine. Donc, c'est le trifecta, comme on dit. C'est le tiercé gagnant confirmé pour Donald Trump aujourd'hui avec la conservation par les Républicains de la Chambre des représentants à une majorité d'au moins 218 sièges. Et puis surtout, la vague de premières nominations. Alors, on verra dans un second temps ce qui reste de ces nominés, puisqu'ils doivent passer quand même, je crois, une forme d'épreuve, d'entretien devant le Congrès et le Sénat qui doivent valider les nominations de Donald Trump pour son administration et son cabinet. Mais est-ce que les premiers noms annoncés ou ceux qui circulent, est-ce que ça nous donne un peu de couleur sur l'agenda de Donald Trump, la vitesse et les priorités de l'agenda de Donald Trump dans sa mise en œuvre à partir de janvier prochain? Oui, on commence un petit peu à avoir un petit peu de couleur, on comprend un peu mieux comment le cabinet va se composer. Globalement, il a un mandat démocratique très fort pour implémenter un programme tel qu'il l'a décrit pendant sa campagne, et il a l'air de vouloir s'outiller au sein de son cabinet avec des gens qui seront susceptibles de le porter. On se souvient que lors de Trump 1, il y avait quand même une base républicaine plus traditionnelle, qu'on appelle un peu réganiste, qui avait contraint le président Trump dans sa capacité à implémenter cette stratégie. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il a les coups des franches. Ça se voit dans ses nominations. D'ailleurs, certaines, y compris au sein du Parti républicain, font débat. Et effectivement, vous avez raison d'en parler. On n'a pas fini de le mentionner. On verra. Matt Gaetz, c'est le nom qui a été choisi pour être l'attorney général, le ministre de la Justice. On verra si un Matt Gaetz, qui est très controversé, y compris au sein du Parti républicain, peut passer justement les fourches codines du Congrès de ce point de vue-là. Tout à fait. Donc ça, c'est une vraie inconnue. Il y a quelques sourcils qui se lèvent à l'évocation du nom du secrétaire à la Défense. Donc il y a effectivement des nominations importantes. Il reste quand même de grandes inconnues sur ce cabinet. En particulier, ces nominations portent principalement sur, on va dire, la sécurité, le judiciaire, sur la partie économique, on n'a pas vraiment vu bien sûr. Le Trésor, le commerce, le Conseil d'analyse économique qui est très important aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité. On voit des noms sortir. Ça va être important parce que le programme Trump, c'est avant tout, en particulier au sens des marchés, un programme économique. Il a un programme très ambitieux sur la fiscalité, sur la déréglementation, évidemment avec notre ami Elon Musk qui est censé être aux commandes, dans une certaine mesure en tout cas. Et ce programme économique, cette dimension fiscalité, elle est très attendue par les marchés. On s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait un premier paquet fiscal d'ampleur qui soit déployé dans les 100 jours. Donc il y a une certaine forme d'urgence et aujourd'hui le marché est en attente. Quel sera ce paquet fiscal? Donc une inconnue sur le cabinet et sur les nominations économiques, une inconnue sur le paquet fiscal, et puis une dernière inconnue quand même pour mettre un peu de piquant. C'est une inconnue vis-à-vis de sa majorité dans la Chambre. La majorité, il l'aura. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus ténue que celle qu'il attendait initialement. Donc, dans quelle mesure il pourra implémenter toutes ces mesures? À voir. Cette question politique majeure, effectivement, est-ce que le Parti républicain est totalement acquis à la cause de MAGA aujourd'hui, Make America Great Again, ou est-ce qu'il reste dans ce Parti républicain, effectivement, des courants, des caucus qui auront à un moment peut-être l'envie de faire entendre leur voix? Donc ce sera le sujet politique. Dans quelle mesure, avec le tiercé gagnant quand même, Samy Char, qu'est-ce que vous comprenez du Trump 2.0 qui arrive? Est-ce que c'est forcément fast and furious? C'est-à-dire il a les mains libres pour aller vite, avec un agenda qui a sans doute été beaucoup mieux préparé que celui de 2016. On se souvient que Donald Trump lui-même a pu être peut-être surpris par sa victoire en 2016. Là, ça semble être beaucoup moins le cas. Et donc, à quoi faut-il s'attendre de ce point de vue-là, de la mise en œuvre
du programme de Donald Trump. Oui, Fast and Furious d'autant plus qu'il a une victoire totale sur tous les fronts, mais une victoire finalement assez maigre dans les chambres. Il a 53 au Sénat, c'est confortable, mais s'il avait été à 56 ou 57, il aurait été protégé au moment des élections de mi-mandat dans 2 ans. Donc là, quand même, c'est possible pour les démocrates de regagner le Sénat dans 2 ans, même si, encore une fois, cette majorité est là. Par contre, dans la Chambre, ce sera plutôt facile. Alors, soit, comme le dit Raphaël, Donald Trump fait quelque chose de fantastique au niveau économique, a beaucoup de popularité et gardera la Chambre dans 2 ans. Sinon, c'est Fast and Furious pour 2 ans seulement. Potentiellement, il perdra le Congrès dans 2 ans. Notamment, la Chambre sera assez facile à regagner pour les démocrates. Mais c'était aussi un peu le cas de Joe Biden. On se souvient, il a tout fait dans les 2 premières années de sa mandature. Le CHIPS Act, l'IRA. Il sentait bien qu'il n'allait pas avoir les coups des franges pendant 4 ans, mais plutôt comme 2. C'est très usuel dans la politique. Donc il faut imaginer quelque chose de condensé, à nouveau, au regard du système électoral américain, quoi. Exact. Il a 2 ans, il le sait, et donc il va implémenter l'essentiel de ses politiques en 2 ans. Ensuite, je dirais que sur les nominations, effectivement, quand même, sur tout ce qui est sécurité intérieure, judiciaire, immigration, commerce, relations à la Chine, c'est quand même du MAGA pur et dur. On est vraiment dans l'idéologie et dans les. C'est la carte loyale qui paye, quoi. C'est pas la carte compétence, forcément, en tout cas. Et surtout sans compromission, je trouve. En revanche, Raphaël le disait, au niveau économique, on peut avoir un peu plus de pragmatisme. Des noms sont sortis, comme Bessent, par exemple, qui serait Alam Nushin, donc c'est-à-dire un petit peu comme son secrétaire au Trésor lors du premier mandat. Donc une personnalité qui vient des marchés, c'est ça, Bessent? C'était quelqu'un qui vient effectivement des hedge funds, du hedge fund de Soros. C'est quelqu'un qui est professeur à Yale aujourd'hui dans le département économique. Donc finalement, quelqu'un qui c'est pas une nomination complètement folle, on va dire. Encore une fois, au niveau des affaires, on sent quand même que Donald Trump est un businessman et qu'il sera pro-business. Donc on regarde ça de très près. Mais effectivement, il a 2 ans, probablement pas 4. Il a un programme à mettre en place. Mais quand même, au niveau économique, probablement un certain pragmatisme. Alors on attend vraiment ce secrétaire au Trésor. On veut voir qui c'est, mais on n'a pas le sentiment que ce sera quelqu'un de très, très disruptif. Peut-être un dernier point. On se souvient qu'après avoir énormément discuté de la Réserve fédérale américaine, de ce que ça pouvait être, il avait nommé Waller, le gouverneur, en 2018, qui est un très bon gouverneur, complètement du sérail, qui a toujours voté avec Jérôme Powell, qui sera peut-être le successeur de Jérôme Powell aussi. Donc on le voit, finalement, quand il s'agit d'affaires, de business, d'argent, les choix ne sont pas toujours complètement fous. Bon. Puis moi, j'ai parié sur le fait qu'il ne bougerait pas à Powell. Powell est le meilleur ennemi de Donald Trump et il ne pourrait pas se passer de Jérôme Powell, je suis sûr, à la tête de la Réserve fédérale américaine. Olivier, vos commentaires, là, une semaine après le résultat de l'élection, et puis surtout, venons-en à la dynamique de marché. Pourquoi on continue d'en parler aujourd'hui? Parce que le dollar continue de s'apprécier. Ça a été quand même un mouvement d'une violence assez spectaculaire. Oui, moi je crois que, je vous rejoins sur le fait que je pense qu'il est plus préparé, qu'il va aller très vite, et je pense que ce qu'il a appris aussi sur son premier mandat, c'est que ça allait très très vite et que ça passait très vite. Et il a dit qu'il était beaucoup plus préparé face à ce qu'il a appelé lui l'état profond, et que donc, du coup son plan est en marche. Je me ferai pas avoir une deuxième fois. Exactement. Et donc je pense que effectivement ça va aller relativement vite. Les marchés d'ailleurs se sont comportés à peu près comme on pouvait les attendre, contrairement à 2016 où si on avait eu avant le résultat de l'élection, je pense qu'on aurait tous perdu en termes de performance, puisque les marchés se sont comportés complètement différemment par rapport au scénario qui était prévu au cas où Donald Trump serait élu. Là, les marchés se comportent exactement comme ce qu'on attendait, que ce soit la hausse du dollar, la hausse des marchés actions et encore plus américaines, la hausse des small et mid cap, la hausse des bitcoins aussi. Enfin, tout se passe exactement comme ce qu'on pouvait anticiper. On coche toutes les cases, quoi. On coche toutes les cases. Donc le marché achète effectivement que Trump fera ce qu'il a dit et avec une lisibilité un peu plus grande. Peut-être que l'analyse qu'on pourrait avoir avec un petit peu peut-être d'optimisme, c'est qu'en disant qu'effectivement, comme là, il a coché aussi toutes les cases, qu'il a fait le tiercé, même si il n'a pas autant d'avance que ça sur tous les niveaux, il a quand même tout coché. Il a un vrai plébiscite au niveau de l'élection. Peut-être qu'il ira moins loin dans ce qu'il réclame. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est vraiment un pragmatique premier et que c'est un négociateur, que c'est toujours comme ça qu'il a fait ses affaires et que lorsqu'il veut essayer d'avoir 100, s'il se dit j'ai de grandes chances d'avoir 100, il n'est pas obligé de demander 200 comme ce qu'il faisait avant. Et peut-être qu'on aura des choses un peu plus lisibles aussi, parce qu'en face, les négociations iront plus vite, en se disant de toute façon là, il sera suivi et on aura peut-être un peu moins de volte-face comme on a pu en connaître. Mais après, je pense qu'il va très très vite, en se disant potentiellement j'ai que 2 ans. Et je pense que c'est ce que les marchés aussi montrent là aujourd'hui et achètent en fait
au niveau des performances. Et typiquement, le dollar, ça va jusqu'où? Ça s'arrête quand? Non, mais est-ce que c'est... Et pour combien de temps les US versus le reste du monde? Et quand je disais hier que le reste du monde ne profitait pas des Trump trades, non seulement ils n'en profitent pas, mais ça fait partie des anti-Trump trades. Le reste du monde souffre sur les marchés, j'entends, de l'arrivée de Trump. Oui, c'est la vraie question, surtout qu'il a été aussi, il veut un dollar faible. Alors c'est étonnant, parce qu'il a quand même une politique qui va forcer le dollar à monter, a priori. Donc en même temps, il veut. Tu as demandé à Jérôme Powell de baisser les taux, c'est ça? Ça va être ça le match. Non, mais ça va être ça le match Powell-Trump dès le départ. Il a toujours demandé à Jérôme Powell de baisser les taux. Et si on se souvient, il a commencé par les monter et après un déjeuner, on ne sait pas ce qu'il s'est exactement dit, il a fini par changer de politique, Jérôme Powell, et commencer à baisser les taux. Mais il a toujours demandé à baisser les taux à un moment où économiquement on se disait mais pourquoi baisser les taux vu le niveau de chômage à l'époque et ainsi de suite. Mais il a toujours demandé à Jérôme Powell de baisser les taux, donc a priori il fera la même chose. Mais il y a vraiment cette question effectivement sur le dollar. Il y a cette question aussi, on ouvrira certainement sur la zone euro, puisque c'est a priori la zone euro qui est une des zones qui souffle le plus aussi. Et les marchés aussi le montrent. Et oui, l'euro-dollar, on est le reflet. Et donc, à quel moment ça s'arrête, effectivement, et on parle souvent de contre-pouvoir. Les marchés aussi seront certainement, et peut-être le contre-pouvoir le plus important pour Donald Trump, puisqu'il est quand même pragmatique et qu'à un moment, il écoutera certainement aussi, il sera obligé d'écouter ce que disent les marchés. Il est obligé d'être dans une économie. Il a des KPI assez simples, Trump. Alors, il n'est plus sur Twitter aujourd'hui, mais c'était le Dow Jones. Je me souviens, chaque record du Dow Jones, on avait droit à un tweet de Trump. Ça va être le taux de chômage, sans doute l'inflation également, puisque ça fait partie quand même de la promesse électorale d'un Donald Trump de dire que Joe Biden n'a pas fait le job et que lui le fera sur le front de l'inflation. On verra comment tout ça n'est pas trop contradictoire avec son agenda économique. Sur les corrélations de marché, là, qu'est-ce que vous observez depuis une semaine, Raphaël? On a l'impression que tout a été cassé en termes de corrélation entre, encore une fois, les actifs américains et le reste du monde. Il y a eu cette séance là cette semaine où l'Europe ouvre à plus 2, finit à moins 3. Je veux dire, quand le marché américain, lui, continue de prendre 1 ou 2%, je ne sais plus, sur cette même journée, quoi. Non, on peut parler de dislocation. Ouais. Je crois que la sous-performance sur l'année du marché européen vis-à-vis du marché américain est la plus large depuis 1995. Donc on est effectivement sur une sous-performance historique. Évidemment, aujourd'hui, les investisseurs se positionnent sur ce nouveau cycle économique réganien qui s'ouvre à nous, la combinaison d'une dérégulation, déréglementation d'une part et de baisse d'impôts. C'est vrai que ça, c'est traditionnellement un cocktail plutôt favorable aux entreprises. Ça donne envie d'aller s'exposer. On voit des projections de croissance des bénéfices assez optimistes à la suite de cette élection. D'un autre côté, on arrive peut-être dans un second temps de marché aujourd'hui où on commence à s'interroger sur la dynamique des taux d'intérêt, évidemment. Dans quelle mesure cette dynamique haussière, on parle de 80 points de base sur le 10 ans américain depuis septembre, elle pourrait casser le rallye. Il y a une inquiétude, vous l'avez bien dit en introduction, on a clairement une réaction de marché très différente sur le marché obligataire. Et ça, c'est une vraie inquiétude liée évidemment à la dynamique d'inflation. Attention à ces fameux droits de douane. Une fois qu'on en saura plus, est-ce que là, potentiellement, on a un catalyseur aussi? Et puis, sur la dynamique qu'on va voir sur les déficits, par ailleurs, une autre inquiétude de marché, un débat complètement absent des conversations politiques aujourd'hui aux États-Unis, cette dynamique de déficit. Pas nécessairement qu'ils sont trop élevés là où ils sont, mais que la trajectoire n'est pas soutenable. Non. Donc là, on commence un petit peu à pivoter en termes de conversation. Les gains, l'exubérance, effectivement, sont derrière nous, ou en tout cas, ont été très significatifs jusqu'à présent. La deuxième question qui va se poser, c'est quelle va être la réalité de ce programme économique et quel sera l'impact sur les taux d'intérêt. Donc, le marché obligataire commence à donner un début de réponse quand même à cette affaire. Il y a eu effectivement, dans les 80 points de base de remontée des taux, il y a peut-être des données économiques qui plaident pour une résilience toujours un peu plus forte de l'économie américaine. Puis il y a eu aussi le risque Trump qui est venu s'ajouter, ou en tout cas qui fait partie de ces 80 points de base de hausse de taux, j'imagine, Raphaël. Absolument, il est là. Et d'ailleurs, on peut estimer que avant l'élection, et même jusqu'à présent, ces dernières semaines, il y a eu quand même une certaine forme de décorrélation entre le mouvement des taux d'intérêt d'une part et l'analyse macro, les chiffres macro, les chiffres de l'inflation, qui ont été robustes, mais qui ne justifiaient pas un repricing de la sorte, qui a été massif. Donc là, on le voit sans le mesurer, on voit l'effet Trump. Et effectivement, c'est le risque numéro 1 de marché. Jusqu'à où, jusqu'à quand le marché peut-il absorber des taux plus élevés? Il y a une problématique évidemment de financement de l'économie. On parle beaucoup aux États-Unis des taux hypothécaires.
Ça impacte l'économie réelle. Mais évidemment aussi une dimension valorisation. On a beaucoup de discussions sur le niveau du 10 ans au-dessus duquel les valorisations vont commencer à secouer. Ouais. Est-ce que c'est à 4,60, à 5 ou à 5,20 ? Personne ne sait. Mais clairement, on arrive sur des points de tension. Donc effectivement, une belle exubérance sur les premiers jours. On commence à se poser les questions compliquées. On commence à mettre les contradictions du programme économique en face du mouvement de marché. Et les questions se posent. Ça va être le marché obligataire contre Trump, ou face à Trump en tout cas, Samy. C'est comme ça qu'il y aura une vraie conversation, si je puis dire, entre le marché obligataire et l'agenda économique de Donald Trump. Est-ce qu'on va jusqu'à imaginer le retour d'une forme de bond vigilantes, comme on dit, sur le sujet américain spécifiquement, première puissance économique mondiale, les porte-avions, tout ça, l'exceptionnalisme. Est-ce que le marché obligataire peut s'attaquer à une Amérique trumpiste, entre guillemets ? C'est un peu prématuré. On a un pricing de marché qui est cohérent. Raphaël a raison, il ne faut pas que ça aille trop loin. Enfin, il a parlé de 4,80, peut-être 5,20. Bon, on avait vu 5, c'est ça, au plus haut sur le 10 ans, octobre 22, 23. Exact. Ouais. Aujourd'hui, la croissance nominale américaine va quand même prendre un boost. Donc on a plus de vélocité dans l'économie américaine. Ouais. C'est normal d'avoir une courbe des taux qui s'installe un peu plus haut. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais enfin, le mouvement ne me paraît pas complètement incohérent avec ce qui se passe. Moi, c'est l'autre côté du trade qui m'inquiète. C'est qu'en Europe, pour le coup, on n'a pas eu un énorme repricing. Je trouve que les attentes de la BCE sont encore très élevées. Si on considère ce qui peut arriver à l'Europe, si vraiment ils se font mettre la pression, si vraiment il y a des tarifs, la trajectoire et de l'inflation et de la croissance européenne pourrait dire que les taux de la BCE passent à 1,5 ou sous les 1,5. Or, aujourd'hui, le marché, il est toujours entre 1,5 et 2. Donc, quand on parle d'euro-dollar, peut-être qu'on peut aller plus bas, pas forcément parce que la jambe américaine va encore mais parce que la jambe européenne, elle doit intégrer un peu plus de vulnérabilité, et donc on voit l'euro-dollar encore un peu plus bas. Pour vous, une administration Trump telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est alors une Fed sans doute un peu plus sur la réserve, sur la retenue à partir d'un certain stade, mais ça impliquerait pour vous une BCE plus accommodante que ce que le marché anticipe aujourd'hui. On va avoir une croissance nominale américaine probablement autour des 5. Si on a une courbe des taux qui s'installe autour de 4,5, 4,5, entre la partie courte et la partie longue, ça me paraît assez consistant. Ah ouais. En revanche, si on fait le même exercice pour l'Europe, 2% de taux pour la BCE, c'est beaucoup trop. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour vous, côté européen, et pour la Banque Centrale Européenne, Olivier ? Et pourquoi le marché n'achète pas encore l'idée d'un taux de dépôt terminal qui serait peut-être plus à 1,5, voire en dessous, qu'à 2 aujourd'hui, quoi ? Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, vous avez parlé de décorrélation, effectivement, entre les États-Unis et le reste du monde. Alors, sur les marchés actions, on le voit bien en termes de performance, notamment sur l'Europe. Mais ce qui m'a beaucoup surpris sur le jour du coup de l'annonce de l'élection des résultats, et j'aime bien observer ces moments-là, parce que c'est un peu la réaction... des esprits animaux, quoi, bien sûr, de la première intention. Oui, c'est ça. On a effectivement vu des taux 10 ans US qui ont pris un peu plus de 20 points de base sur la journée, donc ça, on comprenait très bien. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que le CMS 10 ans a fini la journée en perdant 1 ou 2 points de base, quelque chose comme ça. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre ce que le marché et la réaction du marché. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les taux 10 ans ont monté ? Est-ce que c'est vraiment sur une perspective de croissance ou plus une crainte inflationniste ? Moi, je pense que c'est plutôt une crainte inflationniste qui a fait monter les taux 10 ans relativement rapidement. Et dans ce cadre-là, pourquoi les taux européens sont restés, et même, ce qui est relativement rare, globalement, les taux vont dans le même sens, alors pas avec la même amplitude, mais sont restés plutôt à la baisse, alors qu'on sait bien que si jamais il met en place effectivement tout son programme avec la tarification douanière notamment et sa politique inflationniste, on l'aura aussi en Europe, on l'aura peut-être même plus, parce qu'au fur et à mesure que l'euro va baisser, on importe quand même de l'énergie et donc ça va aussi lier un petit peu plus les mains de la Banque Centrale Européenne. Et Christine Lagarde l'avait dit en disant attention, si les économies se referment, c'est inflationniste et c'est pas bon pour la croissance. Et en revanche, les taux ont continué. Alors effectivement, on s'inquiète tous sur la capacité de l'activité économique européenne de rester positive et de pas partir en récession. C'est peut-être un coût supplémentaire. Mais ce côté inflationniste-là, s'il commence à être pricé sur les marchés, il devrait être aussi, à mon sens, pricé un peu plus au niveau de la zone euro. Parce qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. La Banque centrale, normalement, devrait beaucoup plus accompagner, devrait accélérer sur sa baisse des taux, contrairement à la Fed. Après, ce qu'elle le fera, c'est toujours la vraie question entre ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle se sent capable de faire ou
ce pourquoi on revient à l'idée que la BCE peut avoir du mal, à un certain point en tout cas, à se désolidariser complètement de la politique monétaire menée par la Fed. C'est le débat qu'on avait au début de l'été. Peut-elle y aller toute seule en premier, etc. Et rappelez-vous, quand les banques centrales ont commencé à monter les taux pour lutter contre l'inflation qui devait être que transitoire et qui finalement était là pour durer, l'analyse quand même consensuelle était de dire on comprend très bien pourquoi la Fed le fait. Il y a un problème de consommation trop importante et tout. Côté européen, c'est pas la même histoire. C'est vraiment un choc énergétique et le fait de monter les taux au niveau de la zone euro va pas faire baisser le prix. Et donc c'était vraiment pour suivre vraiment et ce pilotage de devises. Et moi, c'est vraiment l'information, et on le voit depuis mi-septembre environ, lorsque les taux américains commençaient vraiment à remonter. C'est pas le cas, les taux européens sont en baisse sur la même. Et ça, c'est relativement. Moi, je trouve que c'est une vraie question à se poser. Alors peut-être qu'on price uniquement de la croissance côté américain, et c'est ce qui expliquerait ça. Mais je pense qu'on price aussi quand même pas mal d'inflation et de risque d'inflation en tout cas. Bon. Trump, dans quelle mesure est-ce que ça rend encore plus complexe le casse-tête pour la Banque Centrale Européenne aujourd'hui? Et puis évoquons les cartes de l'Europe face à une administration Trump. J'oserais pas dire qu'on a eu le temps de s'y préparer, mais quand même, quoi. Normalement, c'est quelque chose qu'on a vu arriver dans le radar, quoi. J'ai même une foncette. Oui. Parfois, c'est pas quand c'est trop gros, c'est peut-être ça le problème, c'est que l'éléphant est peut-être trop gros dans la pièce. Ouais, donc effectivement, on sait que c'est très impactant pour l'économie européenne, les perspectives de bénéfices des entreprises. Alors il y a plein de mesures qui se font. Si vous regardez le pourcentage des chiffres d'affaires générés avec les États-Unis pour les entreprises européennes, MSCI Europe, c'est 25%. D'accord. Donc clairement, on va souffrir. Alors après, si vous soulevez le capot, que vous enlevez les services qui ne seront pas concernés par les droits de douane, si vous enlevez tous les biens qui sont produits aux États-Unis et vendus aux États-Unis, pas concernés non plus, et que vous réfléchissez à ce qui reste, finalement, peut-être qu'on est sur un impact qui sera un peu plus raisonnable qu'attendu. Certains parlent de 2-3% des chiffres d'affaires concernés. C'est pas rien, mais ça peut être absorbé. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on est sur une négativité maximale sur l'Europe. On est tous très inquiets. Tous les clients sont sous-pondérés. Les investisseurs ont désinvesti. On a vu un rebalancement aussi à la suite de l'élection de Trump. Et on peut estimer que peut-être il y a aujourd'hui, dans les prix, après encore une fois la plus grosse sous-performance depuis 1995, beaucoup de la négativité ambiante. Peut-être que les droits de douane sont dans une certaine mesure une position de négociation. Peut-être qu'il y aura des exemptions. Ça avait été le cas la dernière fois. Peut-être qu'ils seront moins impactants qu'attendus. Ça, c'est une première chose. Et puis même si vous regardez l'ensemble européen, beaucoup des vents contraires, les vents mauvais qui attaquent l'Europe, pourraient pivoter sur l'année à venir. Exemple. La Chine. On a le droit d'être sceptique sur le stimulus, mais on a un petit air de quoi qu'il en coûte quand même dans ce qui se passe en Chine. Les plus optimistes vous diront que les dernières données chinoises ont été plutôt meilleures qu'attendues. Bon, c'est un peu tôt pour se réjouir, mais ce vent négatif chinois, il a le droit de pivoter aussi à un moment. Et alors là, ça serait un vent très positif pour les actifs européens. On constate aussi que dans une certaine mesure, l'Europe est un peu plus avancée dans le cycle, en tout cas que la croissance pourrait montrer une certaine forme de rebond. Le sens des indicateurs est en train de pivoter. Je ne nie pas les problématiques structurelles, le déficit. Non, mais un petit vent conjoncturel porteur, quoi. Mais en termes de positionnement, un moment où l'Europe n'a jamais été aussi peu chère comparée aux États-Unis en termes de valo, en relatif, on a quand même envie d'être un petit peu contrariant, de se repositionner, et puis peut-être, pardonnez mon optimisme béat, d'imaginer que face à cette crise, à cette menace existentielle, une fois de plus, à la dernière minute, comme d'habitude, les Européens sauront se réunir pour actionner peut-être un renouveau. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, on commence à avoir des conversations sur le moteur franco-allemand, une construction de consensus sur certaines thématiques. La compétitivité est dans toutes les bouches, l'union des marchés de capitaux, la transition énergétique, un projet industriel. On entend beaucoup le mot Airbus en ce moment prononcé. Oui, le Airbus de... Quel est le prochain Airbus? Avec peut-être une volonté d'agir. Bref. Non, mais c'est notre séquence à l'européenne. Non, mais c'est bien. On a connu ça. On sait comment ça fonctionne et on n'est pas naïf non plus. Mais vous dites, il y a quand même...
il y a des ressources en Europe, quoi. Faut pas l'oublier non plus. Et les valos, les prix de marché intègrent aussi, peut-être, comme vous dites, beaucoup de pessimisme de ce point de vue-là. Et levons la tête 2 minutes, sortons de la spirale ambiante. Pour l'investisseur long terme, être contrariant à un moment où les vents pourraient tourner, c'est souvent le meilleur moment pour se positionner. Moi, j'achète l'optimisme sur l'Europe. Non, mais blague à part, Samy. Il y a une nouvelle commission qui s'installe. Il y a quand même sur le plan politique, alors avec des résultats parfois compliqués, mais en tout cas des calendriers qui s'accélèrent. On l'a vu en France, ça va arriver en Allemagne. Est-ce que déjà c'est un paysage politique qui permet d'imaginer effectivement une réponse, une réaction, quelque chose qui nous pousserait vers un peu plus d'intégration à nouveau, si c'est le chemin, ou en tout cas la bonne réponse à apporter dans le monde tel qu'il est dessiné aujourd'hui? On est dans un jeu de poker économique. Et on a des Américains qui quasiment viennent de faire un all-in. Et Raphaël l'a dit, nous on a des cartes en Europe qui sont pas mauvaises. On a quand même un gros marché domestique, l'inflation a baissé sous le niveau des revenus, on a donc une croissance des revenus réels qui revient, un pouvoir d'achat qui est là, les ventes au détail sont pas mauvaises, la BCE va baisser les taux, peut-être mieux, même l'euro, ce sera bien pour les entreprises. Mais à un moment, ça va se compter sur combien on met de billes sur la table. Peut-être que les Allemands vont se détendre un peu et qu'après les élections, ils vont se dire nous aussi, on peut faire un peu de all-in. Mais il va falloir quand même attendre le signal. C'est qu'à partir du moment où on refuse de mettre les pièces sur la table, il est très probable qu'on risque de perdre la partie. Et donc on va être très sensible à si ces pièces-là vont être mises sur la table. Est-ce qu'on voit des indications que peut-être sur certains secteurs stratégiques, l'Europe arrive à se mettre ensemble, à mettre de côté un certain dogmatisme. Sans ces signaux-là, le sentiment, c'est qu'on a quelqu'un de très agressif en face qui a mis le paquet sur la table. Et nous, on n'a encore une fois pas des mauvaises cartes, on a même des jetons, mais on se réfrène un petit peu à les utiliser. Et donc, du coup, on risque de perdre la partie. Et sur l'Allemagne, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est vrai qu'en première intention, là aussi, quand on a vu la réaction de marché sur l'annonce ou la possibilité ou la spéculation d'une élection anticipée, on a eu l'impression, on a vu les rendements allemands là se tendre un petit peu, je crois, avec l'idée qu'a pu avoir le marché de se dire élection en Allemagne égale on va ouvrir les cordons de la bourse et ça y est, la flexibilité budgétaire va arriver également en Allemagne. C'est un espoir solide ou c'est un espoir, d'accord, c'est un espoir très maigre. Je veux dire, la CDU, on la connaît, elle domine aujourd'hui. Elle ne fait absolument pas programme. Ah non, c'est pas le laxisme budgétaire, oui. Voilà, non. Sur des plans d'investissement où elle serait en train de céder certaines choses. Ils ont compris que l'enjeu de cette élection, ça allait être ça quand même, j'imagine. Oui, mais enfin, ils y vont avec une certaine parcimonie, peut-être à la chinoise là-dessus. Alors peut-être qu'ils réservent de bonnes surprises, mais en tout cas aujourd'hui, ils sont très prudents. Il y a un débat, ça c'est très vrai. D'ailleurs, ce débat, il a quand même amené à la dissolution de la coalition en Allemagne. Donc il y a débat, mais il n'y a personne qui prend vraiment la décision de dire, écoutez, on va se mettre au niveau, on va aller faire un all-in nous aussi, on va mettre des vraies billes sur la table parce qu'on a besoin d'amener de la vélocité à cette économie européenne. Et puis, il va falloir céder sur un certain nombre de choses. On avait cette discussion sur la fusion Commerzbank. Unicredit Commerzbank. Et Unicredit. Et je n'ai pas l'impression que la CDU soit très, très en faveur de cette fusion. Donc on voit mais visiblement, c'est les seuls. Enfin, je veux dire, visiblement, tout le reste de l'Europe est en train de leur dire il faut le faire. Non, mais il y a on revient. Qui compte, mais c'est pardon, Samy. Il n'y a que leur opinion qui compte, c'est chez eux. Donc, ouais, voilà. je sais, on arrivera à les convaincre de relâcher un petit peu le dogmatisme. On verra. Mais c'est le genre de petits signaux qu'on a besoin de voir pour se dire tiens, ma sous-performance européenne, peut-être qu'elle a des limites. Dans le contexte actuel, si Unicredit Commerce est validé, finalisé, fusionné, je pense même que ce serait plus qu'un petit signal. Je pense que là, pour le coup, ce serait un premier test, une première heure de vérité importante pour les Européens. Qu'est-ce qui vous intéresse en Europe? Là, on a parlé de la BCE, Olivier. On attend une réaction politique et puis parlons aussi un peu marché et stratégie d'investissement. Est-ce qu'il est intéressant de se pousser à être un peu plus optimiste sur l'Europe aujourd'hui? Est-ce que c'est un moment intéressant de ce point de vue-là ou est-ce que ça reste encore à démontrer? Moi, je pense que ça reste encore à démontrer, malheureusement. Et c'est vrai que, je rejoins tout à fait Raphaël sur l'analyse, mais ça me fait vraiment penser au discours qu'on a depuis longtemps sur la Chine aussi, en disant qu'en termes de valorisation, c'est quand même très très bas. Et ça me fait penser à Donald Trump, qui a qualifié l'Europe pendant sa campagne de mini-Chine. Et c'est vrai qu'on a l'impression... Il dit une coalition. Il parle de nous comme d'une coalition.
Et je pense qu'il dit aussi qu'il nous a oubliés sur son premier mandat et que là, du coup, il pense à nous potentiellement pour s'occuper de nous. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression... Alors, je pense qu'on est encore investissable, contrairement à la Chine, pour beaucoup d'investisseurs, donc ça change quand même beaucoup. Pour même des raisons qui sont opposées à Exactement. ce qui rend la Chine ininvestissable. Effectivement, on se demande à quel moment va s'arrêter cet écart de valorisation qu'on peut voir. Mais le vrai argument aujourd'hui, avant d'avoir vraiment un signal comme quoi la situation changerait, l'état d'esprit changerait, c'est de se dire la valorisation quand même est très très basse. Et la valorisation finit par avoir raison, mais la question est toujours de savoir quand. Ça, pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment se positionner là. Moi, je comprends pourquoi les valorisations baissent en Europe et je comprends pourquoi, globalement, on s'inquiète de ce qui sera effectivement fait. Et donc, je pense que c'est un peu tôt. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on avait déjà un marché qui voyait vraiment le bon côté de tout et on avait du mal à trouver des scénarios un petit peu alternatifs et avoir l'impression que le marché priçait aussi des scénarios alternatifs. On avait l'impression que ces scénarios alternatifs, finalement, au fur et à mesure du temps, disparaissaient, s'effaçaient. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, lorsqu'on lit et lorsqu'on regarde un peu toutes les publications, de voir que personne n'est positif pour la zone euro. Et donc, on le sait bien, quand tous les investisseurs sont dans le même sens, c'est effectivement le bon moment. Moi, ça me paraît encore un petit peu tôt, parce que je pense que ce qu'on voit là va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. On va attendre de voir vraiment l'administration se mettre en place et voir comment les directions vont se poser. Effectivement, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des élections en Allemagne, en espérant qu'elles se passent bien, mais ça ne servait à rien d'attendre trop. Et si on veut avoir un réveil, plus tôt le réveil sera et mieux ce sera. Et effectivement, le bon côté, c'est qu'on a vu historiquement que c'est vraiment quand l'Europe est dos au mur et doit vraiment se relever qu'on fait des avancées très rapides. Donc on peut espérer qu'effectivement, on aura des avancées là. Mais là, vraiment, en termes de dynamique de marché, ça me paraît encore un petit peu tôt. C'est à surveiller. Et effectivement, la fusion Unicredit Commerce Bank peut être un signal avant-coureur. J'ai du mal là, à être complètement optimiste et pourtant je cherche. Oui, on cherche les bonnes nouvelles sur l'Europe. L'autre bonne nouvelle, c'était là en début de semaine, les fonds de cohésion, alors qui sont destinés d'habitude à réduire les inégalités en Europe. C'est des fonds qui sont accordés à chaque État membre. Il y avait 390 milliards de stocks. Seuls 5% des fonds de cohésion ont été tirés sur 2021-2027, sur cette enveloppe, sur cette période. Bon, Bruxelles offre de la flexibilité désormais aux États membres pour utiliser ces dotations et ces fonds vers des usages notamment de financement de l'industrie de la défense. Voilà. Donc il y a quand même aussi des choses qui se passent, qui ne font pas forcément les gros titres, mais qui... on parlait d'argent sonnant et trébuchant, de vrai argent. Là, il y a quand même du vrai argent qui peut être mis à disposition pour des sujets de souveraineté, en l'occurrence. Je me tourne vers vous, Raphaël. Non, mais sur le timing, je comprends que le momentum n'est pas favorable aujourd'hui pour les actifs européens. Trump emporte tout, etc. Mais dans un second temps, vous êtes convaincu effectivement qu'il y aura un réveil et une manière de regarder l'Europe peut-être différente sur des sujets clés de la souveraineté, par exemple. Oui, absolument. Cette thématique de la souveraineté elle nous intéresse et c'est effectivement dans notre façon d'investir en Europe autour de cette thématique qu'on va investir. L'idée étant que sur certains secteurs précis liés à cette idée de résilience, d'autonomie, d'indépendance, on voit et on va voir des montants de capitaux assez faramineux être déployés en Europe à travers des plans qui existent déjà et d'autres plans qui sont aujourd'hui discutés. On parle évidemment de la défense et des augmentations du budget de la défense. Là, on a une vraie méga tendance en devenir avec des acteurs européens de très belle qualité, plutôt sous-valorisés comparé à certains de leurs copains transatlantiques qui doivent pouvoir bénéficier de cette tendance. On parlait de Dassault, de Rheinmetall, de Thales, des très belles valeurs sur lesquelles on peut imaginer qu'ils puissent bénéficier de ces plans de déploiement. On va parler de la tech. La tech, c'est un sujet dramatique en Europe, avec aussi une certaine forme de prise de conscience. Et il y a quelques acteurs intéressants. Tout le monde pensera à SML et à d'autres. On va parler de la santé, de la pharma. 80% des ingrédients pharmaceutiques utilisés dans la fabrication de médicaments en Europe viennent de l'étranger, de Chine et d'Inde. On a vu ce que ça donne au moment du Covid. Là aussi, il y a une volonté de se rendre plus résilient, plus indépendant, et des grands acteurs européens à accompagner. Bref, je ne vais pas vous faire un inventaire. Non, mais quand on est capable de s'extraire un peu du code postal un peu global, oui, il y a quand même des boîtes, des sujets, des secteurs qui peuvent être porteurs aujourd'hui en Europe. Et là, on parle beaucoup d'allocations, mais si vous regardez ces entreprises une à une, vous faites le travail d'analyse fondamentale.
que vous regardez sur des critères très exigeants de qualité, de taux de marge, de perspective de croissance, de qualité du management, de barrières à l'entrée, et j'en passe, vous vous retrouvez avec des entreprises extraordinaires qui ont beaucoup souffert récemment. Bon, on peut parler du luxe, on peut parler d'ASML, on peut parler même sur certaines entreprises de défense. Donc là, on se dit que même sans faire nécessairement cette approche macro, pour un investisseur discipliné qui cherche à faire de la sélection de valeur, il y a beaucoup de candidats. Et je vais même aller plus loin dans l'analyse. Nous, c'est ce qu'on fait chez Tikehau. On fait de l'analyse bottom-up, on regarde les entreprises qu'on juge sur des critères de qualité, on met très longtemps à les comprendre, à les analyser, et puis on y va quand les valeurs nous semblent raisonnables. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre, d'accord ? Si vous faites cet exercice, vous ne trouvez rien aux US. Ouais. Tout est trop cher. La prime de risque des actions américaines est négative aujourd'hui. Tout est trop cher. Ouais. Alors après, on a le droit de dire, mais attendez, non, mais finalement, on va parier sur le fait que... Mais si vous faites l'exercice discipliné, froid et clinique, prix raisonnable, vous n'investissez pas aux US. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas, encore une fois, évidemment, il faut être exposé aux États-Unis. Évidemment, le réservoir de croissance, de performance, il est aux États-Unis. En revanche, être un petit peu contrariant, réserver une partie de son allocation sur l'Europe et garder en tête que c'est un puits économique incontournable aux États-Unis, dans le monde, pour des gens qui souhaitent se désensibiliser aux États-Unis. Tout ça fait qu'on garde un œil quand même attentif sur cette dynamique. Bon, maintenant qu'on a levé une des dernières grandes inconnues de cette année 2024, on va pouvoir se projeter dans la période des perspectives 2025. Samy, je ne sais pas si ce que vous avez le droit de nous dire. Je peux tout dire. C'est vrai, non mais c'est quoi le message de Lombardier pour 2025 alors ? Alors, il y a 3 points qui font peut-être un peu consensus, hein, mais quand on se dit ça y est, l'élection est passée, qu'on se projette dans les 12 prochains mois, et que j'essaie vraiment de ressortir les très grandes caractéristiques de ce qui peut définir un petit peu les prochains trimestres. Bon, l'expansion économique, elle continue, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ok, surperformance américaine, peut-être sous-performance allemande, et quelques-uns au milieu, mais on est quand même dans une expansion économique qui continue. Moi, je ne vois pas de récession, je ne vois pas de stress dans les marchés de l'emploi, je ne vois pas de stress dans les bilans et les comptes de résultats, donc c'est quand même un facteur que je mettrais plutôt dans le camp du positif. Une inflation contenue, on a beaucoup fait le travail d'essayer de comprendre comment les tarifs américains pouvaient impacter l'inflation américaine, c'est pas autant qu'on le pense. Alors, s'il met vraiment 60 et 10 sur tout le monde, peut-être que l'inflation américaine va à 3,5. Mais si c'est un peu moins parce qu'il négocie et un peu diffus dans le temps, l'inflation américaine va être entre 2,5 et 2,8. D'accord, on ne part pas à 10. Quoi. On ne revient pas au choc d'offres qu'on a pu connaître. Et puis, bien sûr, une inflation très contenue en Europe et ailleurs. Et donc, mon troisième point, c'est les banques centrales qui vont continuer de baisser les taux. Encore une fois, même divergence, hein, moins aux États-Unis qu'en Europe. Nous, on a 4 comme taux escompté pour la Fed. Mais on est sous les 1,5. Marché, je crois, c'est ça. Sous les 1,5. Sous les 1,5. Donc voilà, on est dans un environnement qui me semble encore modérément sain, quoi. Hein, de l'expansion économique, une inflation contenue, des banques centrales qui baissent les taux. Et puis ce facteur américain, quoi, ou jusqu'à preuve du contraire, si on a un grand réveil allemand, par exemple, qui devrait continuer de dominer, mais c'est effectivement des perspectives qui me semblent... C'est pas dans les prochains mois que vous voyez la fin de l'exceptionnalisme américain sous Trump, en tout cas. Non, il n'y a pas de raison. En revanche, on pourrait avoir toujours cette posture américaine, mais quelque part une vraie réponse de la Chine, une vraie réponse de l'Europe. J'ai envie, moi aussi, de croire à l'optimisme qui est autour de cette table. Mais enfin, la dernière fois que l'Allemagne a été l'enfant malade de l'Europe, elle a mis quand même 10 à 15 ans pour aller vers les Hartz Reform en 2003, qui lui a permis d'être le champion de compétitivité qu'on a connu. Donc, est-ce que 2-3 ans, ça suffit ? On verra. Le temps avec Trump s'accélère un peu, peut-être. On verra si c'est le cas également pour l'Allemagne. Olivier, sur le positionnement de marché, enfin, en tant que directeur des investissements d'Iomoni, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Ce qui est intéressant sur l'Allemagne, c'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui la qualité de la dette française, et on a le réflexe de regarder le spread France-Allemagne, et on a l'impression que ça tient, on est à 74, autour de 70 depuis un certain temps. Mais quand on le regarde France-Espagne, on se rend compte que finalement le spread augmente. Et on est en train de se demander si... Il ne faut pas changer, en fait. Le bon élève serait plus l'Allemagne et l'Espagne. En tout cas, la logique cœur, semi-cœur, périphérie, elle a été un peu bouleversée, oui. Et donc voilà, donc c'est intéressant. Effectivement, l'Allemagne a un gros travail à faire aussi de réforme, et on le sait depuis le choc énergétique. Pour réagir un petit peu,
sur le côté inflationniste, il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est aussi quand même une inconnue, c'est ce que décidera de faire Donald Trump sur le côté immigration. Ah oui. Et à quel point il redeviendra pragmatique. Parce que si on l'écoute, effectivement, il va y avoir un problème de main-d'œuvre important aux États-Unis. On a eu un problème sur le marché de l'emploi aussi, post-Trump, parce qu'il a fallu trouver de la main-d'œuvre. Et ça peut avoir un impact quand même inflationniste. Alors, pas tout de suite, il faut un certain temps, mais assez important, sur lequel on a potentiellement du mal aussi à gérer. Et on l'a vu sur les augmentations salariales, lorsque la machine, c'est le... 3 millions de migrants qui sont arrivés sur l'année écoulée aux États-Unis. Oui. Donc, c'est pour l'offre de travail, pour la demande, c'est quand même beaucoup. Et donc, d'un côté, il veut réindustrialiser et continuer la réindustrialisation des États-Unis, mais à un moment, il aura besoin de main-d'œuvre. Donc, à quel moment, là où encore son pragmatisme se réveillera et par rapport à ses engagements de campagne, il fera le choix plutôt économique. Et quel sera le bouger? Pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas de price tag sur le projet de renversement des flux migratoires. Il n'y a pas d'étiquette, c'est pas un projet à vendre. On verra. On verra. Ouais. Et ça, c'est une vraie question aussi au niveau de l'inflation. Donc, moi, je suis relativement d'accord sur l'idée que l'économie américaine, de toute façon, et les marchés américains devraient continuer l'année prochaine à avoir de bonnes performances vis-à-vis de l'Europe. La vraie question, c'est ce qu'on a abordé dès le début avec Raphaël, c'est vraiment cette question de taux qui pourrait monter. À quel moment le point de bascule des taux deviendra trop important et viendrait pénaliser le marché action américain. Mais à court terme, pas d'inquiétude. Et de toute façon, on devrait continuer l'année comme on l'a fait jusqu'à présent, et plutôt porteur sur les actifs risqués. Et le vrai risque, il est plutôt sur le côté obligataire. Ah oui, ça donne envie de continuer à être correctement exposé aux actions et de ne pas se protéger côté obligataire. On a eu une répétition de tout ça là, sur la semaine écoulée. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant cette émission ce soir. Olivier Malteste, Yomoni, Raphaël Thuin, Tikehau Capital et Samy Char, Lombardier.